L'élection présidentielle française a enregistré le plus haut taux d'abstention depuis 1969. Il est donc clair que bon nombre d'électeurs français sont totalement désabusés par le monde politique et il en va de même chez nous. Mais la méfiance touche aussi les médias, le monde des affaires et bien sûr le fameux système. Dans son enquête « Peut-on vivre en dehors du système ?», Santo Sevilla va vous faire rencontrer des personnes qui ont décidé de tout plaquer pour vivre autrement, en marge de la société. Un temps magnifique, tout est calme et volupté. En apparence, mais en réalité ça gronde, ça se révolte, il y a du mécontentement. Entre les grèves et les nombreuses manifestations, il semblerait que quelque chose ne tourne plus rond chez nous. Du moins, c'est le sentiment d'une partie de la population qui doute du monde politique, des banques, du système. Pour moi, ce qui cloche dans ce système, c'est cette idée de pensée dominante, en fait, où on se retrouve un peu dans une sorte... On ne présente qu'une forme de pensée qui est un peu unique du capitaliste. Il n'y a que ça qui peut exister. Le système, c'est ce qui encadre notre vie de tous les jours. Ses piliers sont la politique. Personnellement, les politiciens, moi, je leur fais pas confiance. L'économie. L'argent est un peu un instrument de corruption. À certains moments, ça a été l'instrument du diable, ça a été l'ennemi numéro 1. Les médias. Quand je vois certains programmes qui passent sur des chaînes publiques de différents pays, je suis atterré de voir à la fois le manque de fonds. C'est un nivellement par le bas et c'est prendre les gens pour des cons et les habituer à être cons. Le système, c'est aussi l'éducation, la santé et la justice. Le constat chez certains est toujours le même. Le système est corrompu et sale et j'espère qu'un jour, ça changera. Pas mal de personnes en ont marre et certains en ont tellement marre qu'ils quittent tout. Ils veulent sortir du système. Peut-on vivre en dehors du système? C'est la question que nous nous sommes posée. Chercher l'oiseau rare, trouver les personnes qui vivent hors système n'est pas une mince affaire, car ils ne veulent pas du système et donc de nous, les médias. Après pas mal de négociations, nous en avons trouvé quelques-uns. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour trouver un mode de vie différent. En Wallonie, près de Rochefort, il y a des gens qui vivent dans les bois. Ils semblent vivre en dehors de tout. Sophie, Benjamin et leurs enfants vivent ici depuis 4 ans. Issus de bonnes familles du Brabant wallon et de Bruxelles, ils ont tout quitté pour vivre plus simplement. Ils vivent dans une yourte, sans eau, sans gaz ou électricité. Alors ici, on a la salle de jeu des filles, avec tous leurs livres et leurs jeux. Là, il y a notre bureau. Là, il y a notre buanderie. Là, il y a notre salon. Là, on a notre dressing. Notre cuisine. Pour boire, ils vont chercher l'eau potable à la source qui abreuve Rochefort. Ils se nourrissent des produits et de l'agriculture bio. Ils semblent vivre dans un petit paradis, un Éden de simplicité et de bonheur. Mais le système permet-il des modes de vie différents? Ça va faire 4 ans, donc 4 ans qu'on est ici, ça fait 4 ans que c'est une lutte permanente. Il n'y a pas 6 mois qui passent sans si on a les flics, la région wallonne, les cadastres, les chasseurs. Ils défilent, la DNF, plein de choses, plein de gens, différents organismes qui passent ici pour essayer de nous mettre le bâton dans les roues en fait. S'il est difficile, voire impossible de se domicilier ici, comment font-ils pour exister officiellement? On n'est pas domicilié ici, quoi. On n'est pas domicilié ici, on a trouvé une adresse de référence. C'est un peu embêtant parce que c'est pas près d'ici. Du coup, on a souvent des problèmes avec ça, avec le courrier qui n'arrive pas ou des recommandés. Ça a beaucoup de contraintes, quoi. Mais on est dans une démarche aussi de légaliser le projet ici. On fait des demandes pour être accepté, pour régulariser la situation. Voilà, d'avoir nos déchets, des poubelles qui passent devant, le courrier qui arrive, l'adresse, voilà. C'est tous des petits détails qui pour l'instant sont embêtants, mais ça ne nous empêche pas de vivre ici, quoi. Ici, ils semblent heureux, comblés par leur mode de vie, malgré toutes les complications administratives, malgré la radicalité de leur choix. Mais on peut se demander si parfois ils regrettent. Oh non, au contraire. Tous les jours, on se remercie d'avoir fait ce choix. On mange ici sur la table, on regarde autour de nous, on fait... Quelle chance. Quelle chance on a quand même.
Et on en est conscient, même encore après 5 ans. En Belgique, il y a près de 8000 personnes qui vivent comme eux. Leur profil social est souvent le même. Ils viennent de familles aisées et ont un niveau d'instruction supérieur. En gros, certains vivent du chômage, d'autres d'allocations diverses et variées, ou bien du fruit de la vente de leur production, quelle qu'elle soit. Et parfois, c'est un mélange de toutes ces possibilités. Et le système dans tout ça? Là, on est en train de foncer dans le mur, quoi. Et il faut des gens qui montrent que c'est possible de faire différemment. Moi, personnellement, je trouve que le système est corrompu et sale. Pour moi, le capitalisme, c'est pas une solution à long terme, quoi. Moi, j'aime pas. Et j'espère qu'un jour, ça changera. Gérard Bérébi a écrit un ouvrage avec Raoul Vaneigem, le philosophe belge de la Révolution de mai 68. Se retirer de ce monde, il y a quelque chose de sain quelque part. Parce que c'est complètement pourri de tous les côtés. D'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur la viabilité et la finalité de ce genre d'action. Donc on assiste de plus en plus à des actions individuelles. Et le gros problème qu'il y a dans les révoltes contemporaines, c'est que ça n'arrive pas à s'agréger collectivement pour provoquer quelque chose qui puisse mettre en branle le système en place. Il y a des manières de vivre, des manières d'expérimentation qui ne peuvent être que par définition très très minoritaires. Il y a un danger quand celle-ci se présente comme étant une alternative pour tout le monde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour eux-mêmes parce qu'ils risquent très vite de se casser la gueule. Ou si par hasard ils devaient acquérir une certaine importance, c'est dangereux pour la société dans son ensemble qui n'a pas besoin de se faire imposer une vision, même si ceux qui la défendent trouvent que c'est la meilleure, etc. Benjamin et Sophie, a priori, ne disent rien imposer à personne, mais vivre simplement, tranquillou. Avant de continuer nos recherches, il reste la question à leur poser. Vivent-ils en dehors du système? Ça va de soi. Nous, on n'essaie pas de rejeter la société, on ne veut pas être des parias, on veut pas... Enfin, pour nous, c'est important aussi que nos enfants aient accès à ces soins de santé, à l'éducation, à tout ce que la société peut offrir de bon, en fait. On avait envie de un peu fuir ce système de consommation abusive en venant vivre plus dans la nature. Aujourd'hui, Sophie, Benjamin et leurs enfants ont déménagé sur un terrain qu'ils ont acheté. Ils continuent à vivre dans la simplicité, entre maisons en terre battue, toilettes sèches et yourtes, mais comme le terrain est à eux, ils peuvent s'y domicilier et exister légalement dans le système. D'autres personnes essaient de sortir du système par une autre voie, celle de la monnaie. À Liège, Éric de Waal va faire ses courses, va au restaurant comme tout le monde, sauf qu'il paie en valeureux, une monnaie locale. Vous payez en valeureux. Ce moyen de paiement serait une solution pour échapper au capitalisme en favorisant le commerce et les activités locales. Alors, ils sont où ces valeureux? Dans mon portefeuille, hein, voilà. Alors, où sont les valeureux? Les voilà. Hop, hop. Alors, voilà, le demi-valeureux. Clin d'œil à nos amies féministes, elles nous ont imposé d'avoir un homme sur le demi, le 1, le 5 et le 10. Voilà. Alors comment ça fonctionne, le valeureux? Écoutez, c'est fort simple. Vous êtes citoyen, vous me dites, moi qui suis de la SBL du valeureux, je te donne 50 €, moi je vous donne 50 valeureux en échange, et puis vous allez dépenser ces valeureux dans un circuit d'entreprises, de commerce, qui sont choisis pour leur valeur de référence et pour le fait qu'ils pratiquent un emploi qui n'est pas délocalisable, par exemple. Et donc, on kidnappe de la valeur et puis on la fait circuler dans une économie choisie sur une base locale. Est-ce qu'on ne pourrait fonctionner qu'avec des valeureux? Absolument pas. C'est une monnaie complémentaire qui ne s'inscrit pas contre l'euro, mais qui vient plutôt en complément de l'euro. Si vous voulez, le constat aujourd'hui, c'est le fruit de mon travail ou l'argent que je reçois. Eh bien, il part dans des grands paniers percés qui sont ceux de la spéculation, des rapports de force internationaux. Alors que moi, je souhaite qu'une partie de l'argent qui me revient, il serve à faire vivre et faire fonctionner l'économie autour de moi. C'est ça qu'on veut faire. Même si cette monnaie est complémentaire, elle reste une monnaie. Mais peut-on aller au-delà d'une simple alternative à l'euro?
Peut-on carrément vivre sans argent? La recherche de notre mode de vie hors système se poursuit dans le sud de la France, à Prades, où vit pour le moment Benjamin Lesage. Alors que Benjamin cueille ses plantes, Vous savez, le kénopodes, c'est comme des épinards. Tout ce qui se mange. une dame nous interrompt. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je voudrais savoir qui c'est qui a pris l'initiative de planter dans ce terrain. Ben, je ne sais pas exactement qui. C'est un mouvement qui cherche à cultiver les terrains non utilisés pour partager la nourriture. Mais c'est vrai que je ne connais pas les personnes qui l'ont fait exactement. Parce que normalement, on n'a pas le droit de s'immiscer ni faire quoi que ce soit dans un terrain qui est communal. Je pense que c'est le mouvement Nuit debout qui a commencé et qui justement voulait faire quelque chose. En tout cas, je peux leur dire que... C'est quoi votre nom d'ailleurs? Delrue Marie-Claude. D'accord. La déléguée de quartier. Ben, je leur en parlerai et puis je pense qu'ils ne seront pas contre pour en communiquer et demander une autorisation parce que l'initiative est quand même sympathique. Ils ont déjà planté des tomates, je crois. Mais, Oui, des tomates, j'ai vu, oui. Et puis bon, il faut l'arroser. Hein. J'aimerais faire votre connaissance, je ne sais pas qui vous êtes. Ah ben... Moi c'est Benjamin Lesage, ça c'est Ada. Bonjour Ada. Et, Une très jolie petite fille. Ouais, elle a 14 mois. Et c'est vrai que nous on est là parce que j'ai fait un voyage sans argent pendant 5 ans. Et justement pour essayer de promouvoir l'idée de faire des initiatives, pas exactement comme celle-là, mais sur l'idée de la gratuité et surtout de l'échange, d'essayer de sortir du système financier pour créer des liens et se rendre service. Oui, c'est bien. Son histoire a commencé il y a 6 ans, où il a décidé avec 3 amis de partir en voyage. Il a voyagé en autostop, en bateau-stop, de la Hollande jusqu'au Mexique, en passant notamment par la Belgique, le Maroc et le Brésil. Près de 15 000 km sans argent, sans assurance, sans mutuelle, sans gilet de sauvetage autre que l'aide de ceux qu'il a croisés en chemin. Quelles sont les motivations pour voyager sans argent? On a souvent l'impression que l'argent nous ouvre des horizons. Et nous, on était persuadés que sans argent, en fait, on était plus libre. Et c'est ça qu'on voulait expérimenter aussi. Il a rencontré sa femme Yasmine au Mexique. Ils sont tombés amoureux et il l'a embarqué dans son aventure. Mais qu'est-ce qui l'a motivé, elle, qui était plutôt dans l'argent? J'étais vraiment dans cette situation où j'avais trouvé un deuxième boulot pour avoir plus d'argent et parce que je voulais avoir mon propre appartement. Je voyais que même en travaillant toute la journée, je n'avais pas ce que je voulais. En plus, il y avait mes parents qui me donnaient beaucoup de pression. Et voilà. Moi-même, je me mettais beaucoup de pression pour être parfaite pour toute la société. Je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais pas bien. Elle est donc partie sur les routes avec Benjamin. Mais comment se nourrit-on? Comment se loge-t-on? Comment se déplace-t-on sans argent? Si on devait traverser une ville et marcher 20 km pour traverser la ville, au lieu de prendre un bus qui allait coûter, je sais pas, $1 ou 2 pesos, il fallait marcher ces 20 km, quoi qu'il arrive. Il y a eu plein de galères. Galères, c'était de découvrir la faim, découvrir la soif, découvrir ces dangers qu'on a toujours un peu tendance à exagérer. On ne savait pas où est-ce qu'on allait être le soir, qu'est-ce qu'on allait manger, si on allait manger rien ou juste du pain, ou alors on allait avoir un restaurant qui allait nous offrir une pizza, comme ça arrivait très souvent aux États-Unis en fait. Pour se nourrir, il pratiquait aussi le dumpster diving, qui signifie littéralement plonger dans la benne à ordures, fouiller dans les poubelles, mais pas n'importe comment. Voilà, le soir, aller à l'arrière d'un supermarché avec des petites règles, toujours prendre des gants, prendre sa lampe torche, laisser l'endroit plus propre quand on arrive. Vraiment l'idée de faire ça bien. En cas de maladie ou accident, comment ça se passe? Moi, je croise les doigts, mais pas arrivé d'accident. On fait très attention à notre santé. Pour ça qu'on a une nourriture végétalienne, qu'on ne boit pas, qu'on ne fume pas, qu'on ne mange pas des choses qui peuvent vraiment causer des maladies. On fait donc confiance en son corps et en la chance. Mais voyager sans argent, n'est-ce pas voyager avec l'argent des autres, devenir un profiteur? Alors oui, complètement. Je suis un profiteur parce que je vis grâce à des ressources qui souvent n'ont pas été produites par moi et qui d'une manière ou d'une autre ont été données par la nature. Donc nous sommes tous des profiteurs
Un des reproches qui vous est souvent fait, c'est de vivre avec l'argent des autres. Qu'avez-vous à dire? Les personnes qui ont cette impression que des gens vivent grâce à leur argent, j'aimerais leur demander d'où vient leur argent, surtout d'où vient ce qu'elles consomment, et si elles n'ont pas, elles, l'impression de vivre aux dépens de tout un monde. Et aujourd'hui, qu'en est-il de la vie sans argent? Non, je racontais que les jours de la naissance d'Ada, Ben, ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas touché l'argent, mais littéral, il ne voulait pas le toucher, quoi. Et donc, il était né, j'étais au lit, donc il a fallu qu'il aille acheter des trucs à la Biocoop parce qu'on ne pouvait rien manger à l'hôpital, c'était dégueulasse. Et donc voilà, tu vois, c'était les jours où je lui donnais l'argent, il a dû aller le chercher, quoi. C'était les premières courses en 5 ans, ouais. Voilà, sa première course en 5 ans. Et là, voilà, quoi, donc j'aurais jamais imaginé... Maintenant, c'est devenu une habitude. J'aurais jamais imaginé que ça se passerait aussi rapidement, mais je pense que c'est pour montrer que la naissance d'un enfant, c'est radical. Ça, c'est vraiment radical. On va dire qu'en France, on ne peut pas avoir de compte bancaire si on veut être assuré. Si, à partir du moment où on a fait le choix d'assurer Yasmine, parce que moi, je ne voulais pas spécialement, mais pour Yasmine, c'était obligatoire, il n'y a pas le choix, il faut un compte bancaire, il faut tout faire, quoi. Donc voilà, on est re-rentré dans le système complètement. Et c'est pas plus mal, finalement. L'argent dont ils disposent aujourd'hui vient d'aides sociales et de petits boulots qu'ils font pour arrondir les fins de mois. Bien qu'ils soient rentrés dans le rang du système, aujourd'hui Yasmine, Benjamin et leur fille Ada sont partis fonder une communauté dans le centre de la France avec le moins d'argent possible, mais dans le système. À ce niveau de nos recherches, nous nous demandons s'il est légal de prendre la poudre d'escampette si la société permet de vivre réellement en dehors des clous. Selon moi, c'est très très difficile, sauf si on veut choisir volontairement, au moins volontairement, pour une sorte de vie sauvage. Mais il est impensable qu'on peut sortir du système. Et de l'autre part, par exemple, créer un business, parce que là, de nouveau, pour participer à la vie économique, il faut de nouveau pouvoir s'identifier, participer au système. Il faut se faire enregistrer, etc., etc. Le système n'a de raison d'être que de perpétuer son règne et ses intérêts. Il s'acoquine avec vous s'il en a besoin, ou il s'acoquine avec moi s'il en a besoin. Il n'y a pas d'état d'âme et il n'y a pas de morale. Et donc tous ces exemples, les gens qui vivent dans les yourtes, voire même sans argent, se vouaient à... Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure. C'est inévitable que ces exemples se multiplient et se radicalisent. D'un autre côté, quand je vois comment ça se passe et comment ça vieillit sur la durée et comment ça a évolué, pour la plupart, il n'y a pas d'issue possible. Il y a des petits îlots. Un de ces îlots, nous allons peut-être le trouver ici, en pleine ville. Car il paraît que pour disparaître du système, c'est plus simple. Au cœur de Bruxelles, pas loin du Palais Royal, un vieux bâtiment administratif est squatté. Serait-ce ici que nous allons trouver notre mode de vie hors système? C'est Réginald Podesta de Wallef, un aristo-squatteur, qui nous fait la visite. Eric, qui habite ici, un ancien de la marine marchande. Urian, un de nos fondateurs, qui est en transit ici. Aujourd'hui, tous les étages sont décorés en couleurs, ont leur cuisine, ont leur machine à laver, ont leur salle de bain. Alors ici, on a aussi notre cahier pour la réservation des chambres d'amis. Ici, on retrouve l'esprit militant, on voit donc la littérature. Ici, vous voyez tous les petits zines de l'info-kiosque et tous les autocollants militants sur le frigo. Nathan à droite, Fabienne et Claude, et Olivier qui habite ici. Et on va aller voir Naël, le dernier habitant, et sa maman Pauline. Voilà, on est chez Pauline et Yacine, et Naël aussi maintenant, qui est né il y a 10 jours, 11 jours, 14 jours, 2 semaines. 13 jours. 13 jours. Bonjour Farzad. Welcome my brother. Et donc c'est ici qu'on peut travailler, il y a le plus de luminosité, on est au dernier étage. Et donc il y a plusieurs artistes qui travaillent ici. L'atelier musique aussi, il est au -1, c'est insonorisé. Alors ici, vous êtes combien d'habitants? 65. C'est comme un village? C'est un village, un vrai village, avec chaque étage. C'est un peu comme une rue où on s'organise par étage pour les communs de l'étage.
Et on s'organise à la réunion des habitants pour le nettoyage des communs de toute la maison. Voilà. Ici, tout le monde se connaît alors? Oui, tout le monde se connaît. Ouais. Tellement, puisqu'ils doivent être admis. Oui, par les habitants. C'est les habitants votent pour les nouveaux habitants. C'est un squat organisé qui fonctionne en ASBL. Ils ont un accord avec le propriétaire des lieux, qui n'est autre que la région wallonne. Salut, on a fait une paye, tu vois? Voilà. Qu'est-ce que tu deviens? On est en train de constituer une association. Ah ouais? Super. Ici, c'est la permanence squat. Donc, le premier et troisième jeudi du mois de 16h à 17h, on peut venir poser des questions pour savoir comment squatter, comment faire. Donc là, c'est un groupe qui se constitue en ASBL pour faire un peu comme nous, de l'occupation temporaire. Et voilà. Et vous êtes devenus un peu des spécialistes, une référence pour les autres? Oui, on peut dire ça, oui. On est des experts. On a un de nos anciens qui est maintenant expert au niveau du vécu auprès de la ministre Elke Sleurs, par exemple. Comment fait-on pour squatter légalement? C'est simple. Un bâtiment est vide, les squatteurs l'occupent et ils font un accord d'occupation temporaire avec le propriétaire. L'avantage pour lui, c'est qu'il ne paie plus d'amende et de taxes pour immeubles vides le temps qu'il revende le bien ou donne une nouvelle affectation au lieu. Le système fonctionne tellement bien que le squat est victime de son succès. Le SAMU social a fermé il y a un mois pour les célibataires et il a fermé aujourd'hui pour les femmes avec enfants. Et il y a une dame qui est venue avec la fiche technique du 123 qu'elle a reçue au SAMU social et ils lui ont dit que allez là-bas, il y avait de la place. Quoi. La commune nous envoie des gens, tu vois. Mais attends. Et on ne sait pas toujours accueillir tout le monde, malheureusement. L'association pallie au manque du système. Tout comme la société, l'organisation du squat doit réguler les sans-papiers. Les squatteurs aussi doivent le faire, même si ça fait mal. Maintenant, c'est super dur de devoir dire à cette dame avec son enfant d'aller dormir dans la rue, quoi. Parce que c'est ce que j'ai dû faire. Et que c'est horrible à faire, voilà. Tous les jours, 2 personnes partent du squat pour aller chasser le caribou, chercher à manger. Pour se nourrir, quand on n'a pas un rond, on fait de la récup. La récup, c'est aller chercher les invendus du jour dans les grandes surfaces, petits magasins ou marchés. Aujourd'hui, la récolte n'est pas très fructueuse. De retour dans le squat, tout est déposé sur des tables à l'entrée, tout le monde se sert, y compris des personnes qui ne vivent pas dans le squat, et tout part très vite. La plupart des gens sont végétariens. Comme ça, la viande, elle reste tout le temps. Ça va, t'as bien servi? Ouais, c'est bon. Quelle est la jeunesse du projet? Mais comment tout a commencé? La première année, c'était assez rock'n'roll, hein, donc comme je disais, donc avec tous les problèmes de la rue qui se retrouvaient dans cette maison. Hein. Mais très vite, on s'est organisé. Très vite, on a dû voir avec qui il était possible de vivre ou pas. Donc, on ne pouvait pas vivre avec des dealers, on ne pouvait pas vivre avec des personnes violentes, on ne pouvait pas vivre avec des alcooliques qui ne savaient pas se maîtriser, ou des toxicomanes qui avaient des très très mauvaises fréquentations. Donc très vite, on a aussi dû rétablir la parité homme-femme. C'est un squat, donc pas de loyer, pas de charges? On n'a pas de loyer à payer, et en plus, la moitié de nos charges sont payées par la région wallonne. C'était ça le deal. Et donc les habitants payent une participation aux frais en fonction de leurs revenus. Donc c'est 60, 90, 120. Moi, je paye 120 €. Il y a aussi des gens qui ne payent rien. Donc, si quelques sans-papiers de la maison qui s'investissent ici, mais qui n'ont pas de revenus, on les prend en solidarité. Pas de loyer à payer. Ils payent la moitié des charges et la nourriture, c'est de la récup. N'ont-ils pas l'impression de profiter du système? On profite du système, mais non. Comme ici, il y a plein de gens qui travaillent. Il y a des étudiants, il y a des pensionnés, des invalides. Il y a de tout. Et quand on nous donne quelque chose, on en fait quelque chose de bien. En s'organisant, ils ont créé un système qui dure depuis 10 ans
et qui s'est multiplié dans plusieurs squats. C'est un système dans le système, qui plus est financé indirectement par la région wallonne. À ce stade, on peut se demander si toutes ces personnes ne vivent pas sur notre dos. Si nous sommes solidaires avec eux, mais que eux ne le sont pas avec nous. Nous sommes solidaires avec eux, mais eux le sont aussi. Nous bénéficions de toutes ces expérimentations sociales. Ces monnaies locales, ces manières d'essayer de faire une autre agriculture. Il s'agit chaque fois d'expérimentations sociales qui enrichissent la société, donc il ne faut pas le prendre d'une manière négative. Après les yourtes, la vie sans argent, les squats, on commence à désespérer. Va-t-on dénicher notre perle rare, notre vie qui déborde sur la marge? On a entendu parler d'un endroit pas loin du centre où vivent des gens, isolés de tout, dans les bois. Au bout d'un chemin écarté, un chien nous accueille et juste derrière lui, c'est Rudy. Il vit à l'écart. Bonjour. Ici, sur un terrain entre l'aéroport et le chemin de fer. Alors ici, comment vous faites alors? On produit des légumes pour pouvoir tenir toute l'année. On met en conserve et puis c'est parti. Hein, donc il y a les œufs, les poulets, de la chair, il y a les chèvres, il y a les moutons. Donc tout ça aussi, ça permet d'avoir de la viande donc, en cours d'année, hein, surtout pour l'hiver. Ça, c'est pour votre consommation? Entre autres, oui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Moi, je vais en consommer une partie, je vais en mettre en conserve. Et puis il y en a d'autres que je vais en mettre à certaines personnes. Des gens qui sont dans le besoin, entre autres aussi. Oui. Rudy se nourrit de ses produits. Mais en cas de maladie, comment fait-il pour se soigner? Une bonne alimentation en serait la clé? Oui. C'est la première médecine. Une bonne alimentation, c'est la médecine, c'est une médecine naturelle. Hein. À partir du moment où on commence à mettre, à pulvériser des insecticides, etc., il n'y a plus rien de naturel. Il vit naturellement de ses produits, mais il y a des gens qui disent qu'ils ne font que détruire, que ces marginaux ne servent à rien. Là, on ne détruit rien, hein, vous voyez. C'est seulement tenu propre. Parce que les chèvres, elles font leur travail hein, de nettoyage, elles libèrent les espaces où c'est encombré, de ronces, de cordouillers, etc. Quand on est placé comme ça permet d'offrir une sécurité pour les habitants qui sont derrière. Parce que c'est ouvert, hein. Donc si je ne suis pas là, n'importe qui peut aller et puis... voilà. C'est un sentiment de sécurité qu'ils ont en plus. Hein. Allez. Je discute avec les voisins, hein, donc tout se passe très bien. Il y a de bonnes relations avec les voisins? Il y a de bonnes relations, oui. Eux, ils sont contents de votre présence ici? Oui, en plus pour leurs enfants, c'est bien parce qu'il y a des chèvres, des poules. C'est toujours un peu donnant-donnant. Hein. De temps en temps, je leur offre des œufs ou voilà, on s'arrange. S'il a adopté ce mode de vie, ce n'est pas par nécessité, mais par choix. Je veux montrer qu'il y a possibilité de vivre autrement. Pour que ça s'adapte aussi aux personnes les plus démunies et qu'elles puissent trouver une voie pour pouvoir vivre décemment. En plus de sa consommation, il vend une petite partie de sa production. Mais est-ce suffisant pour vivre? A-t-il une autre source de revenus? Est-ce que vous avez le chômage, par exemple? Non. Vous avez la sécurité sociale? Non plus. J'ai plus de sécurité sociale non plus. Donc vous avez un peu disparu? Entre autres, oui. Ouais. Il a une vieille carte d'identité. Et la police dans tout ça? L'État? N'a-t-il pas peur que l'on vienne l'empêcher de vivre en dehors des clous? M'empêcher de vivre? Oui. Comme ça, différemment. Ça serait nouveau alors. On empêche les gens de vivre? Il paraît, hein, les gens dans les yourtes à Rochefort que j'ai été voir, ils reçoivent la visite de la police régulièrement, quoi. Ah ouais, bien. De toute façon, une yourte, ça se déplace. Hein. Si c'est pas ici, ce sera ailleurs. On pourrait croire que Rudy vit ici seul, écarté, mais il n'en est rien. Il y a des gens sur le terrain, mais qui ne désirent pas être filmés. Ils sont aussi reliés à d'autres via Internet. Il y a tout un réseau de personnes qui vivent comme eux, qui communiquent,
qui se filent les tuyaux et luttent pour leur mode de vie. Il y a moi, il y en a d'autres. Je ne suis pas tout seul, je ne suis pas marginal. Si on me demande, oui, vous m'avez demandé si j'étais un marginal, non? Parce qu'être marginal, c'est être seul. Mais là, il y en a d'autres qui font comme moi. En France, en Espagne, en Italie, en Grèce. Alors est-il possible de vivre hors système? C'est très difficile, voire impossible. Lors de l'élaboration de ce reportage, nous avons rencontré beaucoup de personnes disant vivre hors système. Certaines ont juste témoigné hors caméra, d'autres ont accepté d'être filmées, et ce qu'elles nous ont montré, même les plus radicaux, c'est que l'on peut vivre différemment, mais que de près ou de loin, à un moment donné ou l'autre, ils sont dans le système. L'idée est d'œuvrer pour quelque chose plutôt que lutter contre. Donc le système est un système qui fonctionne très très bien et qui nous apporte en principe beaucoup plus de temps pour soi et moins de temps pour alimenter la machine. Grâce au pétrole, grâce à plein de choses, et ce système fonctionne très bien. Mais je pense qu'il a été récupéré par des gens qui ont décidé de faire du profit en utilisant ce système. Donc on essaie de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça va de soi.